Suite de cette petite série de vidéos consacrée à la régulation de process. Aujourd'hui, programmation avec TIA Portal. Au menu, comment réaliser un programme en quelques lignes à peine, correction P, I et D. Je vais démontrer toutes les équations utiles, la place transformée en Z, la totale. Et pour les nuls en maths, juste besoin d'utiliser les équations telles quelles, et j'ai fait des petits exemples très simples pour comprendre la logique générale. Je reprends l'application de régulation de vitesse vue dans la première vidéo. À droite, le système, simulé simplement par une équation dans le programme. À gauche, le régulateur, lui aussi réalisé par quelques lignes de programme. Au final, une équation pour calculer la commande du système et une autre pour fournir une image de la vitesse conformément au comportement d'une vraie machine. Ces deux équations seront implantées dans la même CPU. Et pour rendre l'ensemble plus convivial, une IHM qui va montrer le comportement de l'ensemble comme une supervision. Allez, regardons dans TIA à quoi ça ressemble. Mon projet avec la CPU et l'IHM. La CPU 1212, bloc de programme, eh bien on a le main qui appelle simplement la fonction de simulation de la partie opérative. Alors, on va regarder ce que c'est. Partie opérative virtuelle. C'est tout simple, une première zone avec les limitations des saisies de l'utilisateur. Voilà, si il dépasse les limites, on borne à ces limites. Ensuite, la gestion des boutons qui sont au niveau de cette IHM. Si on appuie sur un bouton, ça affiche ou pas certaines choses. Et enfin, ce qui génère le créneau de consignes pour faire un cycle. Voilà, c'est tout simple, hein. Startup, c'est la tâche au démarrage qui initialise des variables pour avoir des valeurs par défaut. La partie opérative, l'équation de récurrence, j'en reparlerai tout à l'heure. L'IHM simulation de la rotation, ça c'est juste pour faire tourner l'hélice, c'est un gadget. Voilà, donc tout ce qui simule la partie opérative. Il n'y a rien d'autre. Bloc système, il n'y a rien du tout. Et maintenant, on va voir le régulateur. Donc le régulateur qui est lancé avec un OB cyclique, je vous expliquerai pourquoi, qui lance bien la fonction de régulation. Fonction de régulation qui est là. Deux parties, le calcul de la commande en vitesse, on va voir comment ça se passe. Et la gestion des limitations, qui là aussi sont bornées. Si on dépasse une commande de max, on reste à ce max. Alors, je vais détailler un petit peu comment faire cette partie-là. On commence simple, boucle fermée seule, sans correcteur. Donc on ramène l'information de vitesse à un régulateur et le système reçoit une commande égale à l'erreur. Plus il y a d'erreurs et plus on commande fort. À programmer, c'est un jeu d'enfant, juste deux lignes, et encore, on pourrait les regrouper en une seule. Mathématiquement, la formule qui donne la commande, c'est rien d'autre que l'équation d'une droite avec coefficient directeur négatif. Si je trace la commande en fonction de la vitesse du moteur, on trouve bien une droite décroissante. Donc un grand écart entre vitesse réelle et consigne génère une grande commande. Un petit écart, une petite commande. Et si on dépasse, donc erreur négative, on commande en sens inverse. J'en avais déjà parlé dans la vidéo précédente, une régulation de vitesse présente une erreur naturelle non nulle. En effet, 1000 de consigne ne peut pas donner 1000 de vitesse. Tout simplement parce que si on fait le calcul, 1000 moins 1000, à l'entrée, ça donne 0 de commande. Donc une demande d'arrêt du moteur et donc pas 1000 en sortie. Rappel de ce que j'avais déjà démontré, le gain en boucle fermée dans notre cas vaut 0,5. Dessiné sur le graphe de commande, le point de fonctionnement se trouve donc à 500 et on a une erreur statique importante. Pour réduire cette erreur, mise en place d'une correction proportionnelle.
Ce correcteur amplifie le signal d'erreur pour réaliser la commande. À programmer là aussi un jeu d'enfant, juste une ligne en plus. Mathématiquement, la formule qui donne la commande est toujours une droite, avec coefficient directeur négatif, plus ou moins grand selon la valeur de Kp. Sur le graphe de commande, on le voit aussi, commande proportionnelle à l'erreur et à Kp. Avec Kp petit, pente, donc gain faible. Avec Kp grand, pente plus grande. Et rappel, plus Kp est grand, mieux c'est en termes d'erreur. Mais attention, on ne peut pas appliquer une commande trop grande au moteur. Il faut donc programmer des limitations pour bloquer la commande à une valeur limite. Là aussi, programmation ultra simple. On distingue alors deux modes de fonctionnement. Le premier pour lequel la commande est constante, quelle que soit la vitesse. Constante et maximum, fonctionnement identique à une commande tout ou rien. Le second mode, où la commande est proportionnelle à l'erreur. Le passage d'un mode à l'autre est automatique. Dans le jargon des automaticiens, le fonctionnement dans la zone linéaire correspond à la bande proportionnelle. Allez, petite démo avec TIA. Revoici donc mon système. Je vais faire une commande en direct avec une consigne par exemple de 1000 et on va voir s'établir la vitesse désirée 1000. Voilà, au bout d'un certain temps. Tout se passerait bien, mais comme on est en commande directe, si l'on a une charge mécanique, on va avoir une dégradation, une chute de la vitesse qui ne sera pas compensée vu qu'il n'y a pas de rétroaction. Donc, je vais faire une commande en boucle fermée. Je commence avec un correcteur très petit de 0,1. On voit la vitesse qui se stabilise à environ 90, donc ça fait 90% d'erreur, donc c'est vraiment minable. On va augmenter le correcteur. Je mets un gain de 1 et on voit que c'est mieux puisque on atteint les 500, mais on est toujours loin des 1000, il reste beaucoup d'erreurs. Et donc, je vais augmenter. Alors, je vais faire une commande cyclique même pour qu'on voit mieux les choses. Cyclique entre 0 et 1000 automatiquement. Et je vais même visualiser en vert la sortie du correcteur. Et je vais mettre par exemple 2. Donc, on voit 2. L'erreur a été... Je peux la mettre d'ailleurs, l'erreur. Vous voyez que l'erreur a été de 1000, normal. Mais 1000 fois 2, ça donne 2000, et le 2000, ça dépasse la limite max autorisée. On le voit, le point d'exclamation. Et ça veut donc dire que l'on est sorti de la bande proportionnelle pendant ce temps-là. Donc on est en mode saturé, et d'autant plus que l'on a de gains, bien sûr. On le voit, alors que l'erreur, elle, est toujours la même, bien sûr. 1000, mais 1000 fois 5000, ça dépasse les 1500. Regardons maintenant le correcteur intégral. Il génère une commande non pas proportionnelle à l'erreur, mais maintenant proportionnelle à la somme des erreurs. Je le disais dans la première vidéo, une intégrale c'est une somme, une addition, donc un cumul ici de l'erreur au cours du temps. Dit autrement, tant qu'il y a de l'erreur, on ne maintient pas la commande comme auparavant, mais maintenant on l'augmente au fur et à mesure du temps. Visuellement, l'intégrale de l'erreur, c'est la surface sous la courbe, donc elle change au cours du temps. La question, c'est comment la calculer. Je vais vous démontrer comment retrouver la formule. Si vous êtes fâché avec les maths, passez la démonstration, je donne le résultat final plus loin. Alors, dans le cas d'un programme, donc d'un calcul numérique, on effectue les opérations à intervalles réguliers. Ce temps est appelé période d'échantillonnage. Il est noté TE. La formule intégrale devient alors une somme discrète sur n échantillons.
Le delta T entre chaque échantillon, c'est TE, qui est constant. On peut le mettre en facteur. La somme, c'est donc l'addition de toutes les erreurs depuis t égale 0. Et on peut regrouper toutes les erreurs avant l'instant présent, noté Tn. Écrit plus proprement, la formule fait apparaître deux termes. Je développe. Et le premier terme, c'est la somme des erreurs avant l'instant présent, noté Tn. Donc la somme des rectangles bleus. Et remarque importante, ce terme avec TI n'est rien d'autre que le résultat du calcul précédent. On trouve donc une forme toute simple. Remarque, on a réalisé sans le savoir une intégration numérique par la méthode approchée des rectangles. Et donc il faut choisir la période TE la plus petite possible pour que les rectangles épousent au mieux la forme de la courbe et que le calcul soit précis. Autre façon de faire, c'est d'utiliser des transformations mathématiques. Par exemple, Laplace, ou bien sûr la transformer en Z dédiée au système échantillonné. Ici, la formule est déduite des tables de fonctions standards. Je développe cette fonction de transfert pour retrouver la relation entre la sortie et l'entrée de mon correcteur. Et je retrouve la même équation de récurrence que tout à l'heure. Calcul plus rapide, merci la transformer en Z. Alors pour ceux qui ont arrêté les maths au collège, il reste un moyen visuel pour comprendre les choses. Je vais prendre un exemple avec une erreur constante, disons 500. La commande au cours du temps, qui est l'intégrale de l'erreur, est donc à l'image de la surface sous la courbe de l'erreur. Surface qui augmente au cours du temps, donc commande qui augmente aussi et linéairement. Dans notre cas, le traitement est numérique, donc la commande est calculée à des moments bien particuliers, les uns à la suite des autres. Pour commencer, prenons un échantillonnage TE de 1 seconde. L'équation qui donne la commande fournit un résultat nul à t égale 0 et jusqu'au calcul suivant. Quand arrive le premier échantillon, on a une erreur de 500, donc on augmente la commande de 500. À l'échantillon d'après, toujours 500 d'erreur, donc on rajoute 500 aux 500 d'avant, donc 1000. Ensuite encore 500 de plus, qui donne 1500, etc., etc. Si on réduit la période d'échantillonnage, le palier est plus petit. Ici, 500 fois 0,5 donne 250 à chaque fois. Et si je réduis encore TE, les paliers seront encore plus petits et plus nombreux. L'allure de la commande devient très proche de la forme intégrale en temps continu. Alors, pour toute cette démo, j'avais pris le temps d'intégration TI égale à 1 seconde. Si l'on avait pris une autre valeur, par exemple 2 secondes, eh bien ce serait la hauteur de chaque palier qui aurait changé. Donc TI change la pente de croissance de la commande. Plus TI est grand, plus on sera lent. Allez, démo avec le simulateur. Voici mon système, boucle fermée, j'ai mis une consigne de 1000, un correcteur proportionnel de 1, donc ça nous donne beaucoup d'erreurs. La vitesse s'est stabilisée à 500, l'erreur est aussi de 500, je la montre, elle est constante. Eh bien, on va essayer d'améliorer les choses en rajoutant l'action intégrale. Je mets une valeur importante pour que ce soit lent et pour qu'on ait le temps de voir ce qui se passe. Eh bien, regardez, on voit que l'action intégrale augmente. On a l'incrémentation qui se fait ici. On augmente la commande, on augmente la commande, on augmente la commande par ce terme-là. Et donc, on augmente aussi la vitesse en sortie.
on voit eh bien, une allure qui était linéaire presque au début. Alors, comme le système est rebouclé, l'erreur se réduit et donc la surface sous la courbe se réduit aussi, ce qui fait que l'on n'a pas une droite, mais que cette droite eh bien, se tord un petit peu là et on tend progressivement à annuler l'erreur, mais il y en a encore, hein, donc c'est pour ça qu'on a cette valeur-là qui correspond à la somme de toutes les erreurs, la surface qui est au-dessous, qui se réduit, mais si on voulait faire plus rapide, eh ben, il faudrait que les paliers d'incrémentation soient plus grands, donc que je mette une valeur de TI plus faible, et auquel cas, vous voyez, eh bien là, on a atteint la valeur finale, l'erreur s'est annulée, la commande est issue uniquement de l'intégrale 1000, 1000 et donc 0. Au niveau programmation, j'ai utilisé les variables ici en noir. La première ligne du programme, c'est l'équation de récurrence. Pour que cette équation soit exécutée à période fixe, ces lignes de programme sont appelées à partir d'un OB cyclic interrupt. Le temps de cycle, c'est donc TE, par exemple, choisi ici à 10 millisecondes. La seconde ligne du programme, c'est pour que la valeur de la sortie du correcteur soit conservée et devienne celle de l'instant n-1, c'est-à-dire au cycle suivant. Ensuite, si on veut regrouper les actions P et I du correcteur, une première structure ici dite parallèle, où les deux actions sont séparées et s'ajoutent. C'est ce que j'ai utilisé dans le test précédent. Donc, on commence par le calcul de l'erreur, ensuite calcul de la correction P, puis de la correction I, et enfin la commande, qui est la somme des deux corrections. Sinon, il existe une autre structure dite mixte, plus utilisée industriellement, où le proportionnel est commun aux deux actions. Il agit aussi sur l'intégrale. Donc, en premier, calcul de l'erreur, puis de la correction I. Ensuite, on regroupe les deux et on multiplie par le coefficient Kp. Alors attention, lorsqu'on utilise un intégral, il peut y avoir saturation de sa sortie. En effet, si l'entrée d'erreur reste de même signe ou constante, sa sortie va tendre vers l'infini. Ce phénomène se produit notamment lorsque le système a sa commande en limitation. Pour éviter ce problème, plein de solutions possibles, j'en montre deux assez faciles à réaliser. Dans le programme, il suffit de rajouter que si la commande max est atteinte, alors on ne fait rien, donc sortie correcteur I figé. Sinon, on fait l'intégration. Et quoi qu'il arrive, on borne la sortie du correcteur, par exemple plus ou moins 6000 dans la démo à venir. Je prends un système quelconque avec un gain quand même relativement important et un intégral réglé avec une durée très courte pour bien voir les phénomènes de saturation. Correcteur parallèle sans anti-windup et j'applique une consigne par exemple de 1000. On voit un phénomène ici de saturation de la partie intégrale. On est bloqué à 6000 et donc du coup il y a un dépassement important. Je le refais pour qu'on voit bien. Ça se produit également dans l'autre sens, un peu moins parce qu'il y a plus de débattement. Je le remets. On voit que l'on est bloqué à 6000 parce que c'est la limitation que je me suis fixée. Mais pendant toute cette butée, on est en saturation. Je mets la commande pour qu'on voit bien. Donc la commande c'est en vert, c'est ce qui sort. Je le remets. Saturation. Voilà, j'active l'anti-windup, une consigne de 1000. Et là, vous voyez, il n'y a pas photo par rapport à tout à l'heure. Je refais dans l'autre sens.
On va comparer donc cette partie-là avec celle-là. Il n'y a vraiment pas photo. Et on voit que pendant qu'il y a l'imitation, eh bien, la partie intégrale est figée. On regarde mieux. Figée, en l'occurrence à 1000. Et ensuite, une fois que la limite se débloque, ça reprend son fonctionnement. C'est un correcteur parallèle. Je mets un correcteur mixte. Alors, mixte, ça veut dire que l'on a la partie intégrale qui est en plus amplifiée par le proportionnel. Donc, si je fais un test, on voit quelque chose d'encore plus oscillant. Je le refais dans l'autre sens. Donc, on voit vraiment la saturation qui dure longtemps avant de retomber dans un régime oscillant. J'active l'anti-wind-up, je mets 0. Et là, vous voyez, il n'y a pas photo non plus. Je le refais dans l'autre sens. Je le refais dans l'autre sens, pardon. Donc, on était comme ça auparavant. Hein. Et maintenant, eh ben, c'est beaucoup, beaucoup mieux. Allez, on enchaîne avec la correction D. Rappel, elle génère une commande proportionnelle à la dérivée de l'erreur. Dit autrement, on commande le système d'autant plus qu'il y a des variations de l'erreur. Exemple ici, une erreur constante, donc pas de variation, donc dérivée nulle. Si on a un correcteur proportionnel et dérivé, c'est juste le proportionnel qui agit. Avec par exemple un KP de 2, ça donne 1000 de commandes pour 500 d'erreurs. Si l'erreur augmente, variation positive, par exemple de 300 en 1 seconde, on rajoute 300 à la commande. Si l'erreur diminue, par exemple de 300, on retranche 300 à la commande. Et finit l'action dérivée si l'erreur redevient constante. À y regarder de près, on voit qu'une correction dérivée correspond à une anticipation, ce qui n'est pas sans poser un problème de causalité. La causalité, c'est la relation de cause à effet. Pour la poule et l'œuf, personne n'a encore trouvé la solution d'ailleurs. Dans notre cas, ça semble étrange que le système connaisse son futur et fasse une correction en anticipation. Bon, alors pas de sorcellerie ici. En fait, mathématiquement, on va supposer que la variation actuelle nous permet d'estimer le futur. C'est le principe même d'une dérivée. Dans notre cas, on fait des calculs à intervalles réguliers, la période d'échantillonnage TE, et donc une dérivée devient une différence dans le monde discrétisé, ce qui donne directement l'équation du correcteur. Autre façon de faire, c'est d'utiliser les transformations mathématiques. Avec la place, une dérivée, c'est une multiplication par P. La transformer en Z associée, on la trouve dans les tables de fonctions standards. On développe tout ça et on retrouve la même équation que tout à l'heure. Allez, pour bien comprendre les choses, je reprends l'exemple de tout à l'heure, maintenant en temps discret, avec TE égale 1 seconde. Je peux calculer la commande en T1 si je connais la valeur de l'erreur à l'instant T1 et celle d'avant en T0. Ici, 500 et 500, pente nulle, donc commande sans effet dérivé, juste le proportionnel qui donne 1000 dans ce cas. Ensuite, si l'erreur augmente, il faut attendre T2 pour faire un nouveau calcul, qui donne 800 moins 500, donc 300 de commandes en plus. Ensuite, si l'erreur diminue, on attend l'échantillon T3 et nouveau calcul, qui réduit maintenant la commande de 300. On remarquera que la prise en compte des variations ne se répercute qu'à l'échantillon d'après.
Donc le système ne voit pas vraiment dans le futur, il réagit simplement aux variations avec un temps de retard égal à TE. Et problème supplémentaire, les variations entre deux échantillons ne sont pas prises en compte. Donc a priori, on a tout intérêt à choisir un TE le plus faible possible. Si je reprends l'exemple avec TE égale 0,5 secondes, la réaction à une variation de l'erreur est plus rapide. Et chaque variation est prise en compte. Si maintenant je prends TE égale à 0,1 seconde, ça suit encore mieux et plus rapidement aux variations. Je mets l'autre pour comparer. Il n'y a pas photo. Au niveau programmation, c'est tout simple. Une variable pour l'entrée, une autre pour la sortie du correcteur, une variable interne pour stocker l'instant n-1. La première ligne, c'est l'équation démontrée tout à l'heure. La seconde, c'est pour conserver en mémoire l'échantillon actuel, qui va devenir le n-1 du cycle suivant, sachant que ces lignes de programme sont appelées à partir d'un OB cyclic interrupt qui fixe le TE, par exemple choisi ici à 10 millisecondes. Allez, pour terminer, la totale, correction cumulée P, I et D. Avec un PID dit parallèle, les trois actions sont séparées et s'ajoutent. Donc on ajoute les trois variables issues des équations de chaque correcteur. Pour le PID mixte, le coefficient Kp étant facteur, c'est tout simple. En résumé, voici le programme complet. Une première ligne qui calcule l'erreur, c'est la consigne moins le retour capteur. Ensuite, le correcteur intégral avec anti-windup. Ensuite, le dérivé. On regroupe les trois corrections. Et la sortie du PID commande le système. Bon ben voilà, vous savez tout. En conclusion, il suffit de quelques lignes pour réaliser une régulation très efficace. À suivre une vidéo pour vous montrer une autre façon de faire en utilisant la fonction PID compact de Siemens. Allez, à bientôt!